29 août 2010, le corps de Ghislaine Leclerc est découvert dans sa maison de Volèvre en Saône-et-Loire. Quand Emmeline arrive vers la chambre et qu'elle voit maman étendue par terre, elle baigne dans son sang. Il y avait quand même une odeur de mort. Qui a tiré sur cette femme de 57 ans? Dans cette enquête exceptionnelle, les gendarmes vont suivre de nombreuses pistes. Madame Leclerc était en instance de divorce avec Monsieur Saïd. Est-il possible que le meurtre soit lié à ce divorce? Saïd dira à Madame Leclerc qu'elle est une chienne, qu'elle est une sale étrangère, qu'il lui fera mordre la poussière. Les gendarmes apprennent que la victime faisait des rencontres sur Internet. Fais attention, un jour tu vas tomber sur un sale con ou un pervers. Les enquêteurs s'intéressent également au premier mari de la victime. Et lors d'une dispute avec ses beaux-parents, cet homme les a agressés avec un sabre, il les a tués. Mais pourquoi le gendre de la victime a-t-il menti? Il va reconnaître, un petit peu à la surprise générale, qu'il était sur les lieux du crime. Donc là, les enquêteurs pensent que ça y est, il va passer des aveux. Les investigations révèlent que le gendre de la victime avait une relation avec sa jeune belle-sœur âgée de 16 ans. Quand je réalise que Sylvain a eu des relations intimes avec ma petite sœur, je boue intérieurement, j'ai envie de hurler. Sylvain Schrutt a pu avoir cette attitude sans être impliqué de quelque façon que ce soit dans la mort de Ghislaine Leclerc. C'est en compagnie de Jean-Marc Bloch, ancien patron de la PJ de Versailles, et de Négar Aheri, avocate pénaliste, que nous allons revenir sur cette affaire non élucidée. Samedi 28 août 2010, à Montracol dans l'Ain. Jean-Paul Pelletier dîne avec deux de ses filles, Emmeline, 17 ans, et Céline, 31 ans. Elles étaient venues passer quelques jours et il était prévu que leur maman vienne le samedi. Jean-Paul Pelletier a toujours gardé de bonnes relations avec son ex-épouse, Ghislaine Leclerc, la mère de ses trois filles, Céline, Estelle et Emmeline. Ghislaine avait promis de venir dîner chez Jean-Paul ce soir-là. Mais alors que la soirée est déjà bien avancée, elle n'est toujours pas là. Là, mes sœurs ont essayé toujours de la joindre chez elle, sur son portable, jamais rien. Et elle n'arrive pas, elle ne téléphone pas pour prévenir de son retard, alors que quand elle était en retard, elle nous appelait toujours. Elle s'arrêtait sur le bord de la route et elle nous appelait. Emmeline et Céline s'inquiètent, car 2 jours plus tôt, le jeudi 26 août, lors de leur dernière conversation téléphonique, leur mère leur avait pourtant confirmé sa venue. Des heures passent, toujours aucune nouvelle. Les filles de Ghislaine ont bien du mal à contenir leur angoisse. Elles savent que leur mère habite à 100 km de là. Et si elle avait eu un accident? J'essaie de les rassurer malgré tout, en leur disant que bon, elle avait peut-être quelque chose, elle a peut-être fait quelque chose où elle ne pouvait pas appeler. Jean-Paul Pelletier et ses filles appellent les hôpitaux et les pompiers, mais ils n'obtiennent aucune information. Ils essaient de dormir, mais évidemment, ils n'y arrivent pas. Le lendemain matin, donc le dimanche, mes filles ont dit mais il y a vraiment un problème. Elles ont dit que ça serait bien d'aller voir. Donc on a pris la route en début de matinée. Tous les trois se rendent alors à Volèvre, petite commune située en Saône-et-Loire, où vit Ghislaine. À 10h55, ils arrivent devant la maison. Immédiatement, quelque chose les intrigue. Lorsque nous sommes arrivés dans le lotissement où elle habitait, par-dessus la haie, nous avons déjà vu des fenêtres ouvertes. Et là, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose de pas normal. Inquiet, ils s'approchent de la maison. Emmeline avait déjà sauté de la voiture, elle était déjà allée à la porte d'entrée. Moi, je suis arrivé avec la clé, je l'ai mise dans la serrure, je l'ai tournée. Et Emmeline s'est précipitée à l'intérieur et a cherché sa maman. Apparemment, Ghislaine n'est pas là. Tout est en ordre, à part le sac à main de ma mère qui est renversé dans le salon. À côté du sac, Emmeline retrouve le téléphone portable de sa mère, son porte-monnaie, ses cartes bancaires et des espèces. Elle se dirige ensuite vers la chambre de sa maman. Comme il y avait de la lumière dans sa chambre et que la porte était ouverte, donc elle s'est dirigée vers la lumière. C'est alors qu'Emmeline découvre le corps inanimé de sa maman. Quand Emmeline arrive dans la chambre et qu'elle voit maman étendue par terre, elle baigne dans son sang. Donc elle hurle et après elle se jette sur le téléphone pour appeler les pompiers. Et mon papa l'arrête en lui disant que ça sert à rien. Parce qu'elle est déjà morte. Il y avait quand même une odeur
de mort. Donc la question ne se posait même pas, quoi, savoir si elle était morte ou pas. Emeline appelle alors immédiatement les gendarmes. Elle n'arrivait pas à parler parce que ça partait, ça sortait. Et c'est sa sœur qui a repris le téléphone pour parler aux gendarmes. Les gendarmes nous ont dit de sortir de la maison et d'attendre à l'extérieur. Et Emeline est partie en courant en campagne, en criant de tout son corps, de tout son être. C'est Céline, l'aînée des 3 filles, qui a alors la lourde tâche de prévenir sa sœur Estelle, qui vit dans le sud de la France. Elle m'a demandé de m'isoler et de m'asseoir. Et donc elle m'a dit « Maman est morte ». Et du coup, j'ai hurlé aussi. Et j'ai pas compris. Hein. Elle m'a dit qu'apparemment quelqu'un l'avait tuée. Ghislaine Leclerc avait 57 ans. Pour moi, mon monde s'effondre totalement. Je vacille entre douleur et incrédulité. Et je suis dans un état un petit peu second où les choses ne sont pas réelles. La découverte d'un crime à vos lèvres est un événement particulièrement frappant pour les quelques 600 personnes seulement qui y vivent. Ici, il n'y a pas de gendarmerie. Ce sont donc les enquêteurs de la brigade de Paray-le-Monial, commune située à 5 km de là, qui arrivent à 11h05. Leur mission première, geler la scène de crime et attendre l'intervention de leurs collègues spécialisés dans les affaires criminelles. À 12h15, 2 techniciens en identification criminelle de la brigade départementale de Mâcon arrivent sur les lieux. Ils commencent par fouiller la voiture de Ghislaine Leclerc. Les enquêteurs découvrent un blouson bleu, un coupe-vent, à l'intérieur de la voiture de Ghislaine qui est stationnée devant son pavillon. Ce blouson d'homme est mis sous scellé. Les enquêteurs explorent ensuite le jardin de la victime. Et en fouillant la haie, ils trouvent un trousseau de clés caché dans les branchages. C'est un trousseau de clés qui correspond aux clés du domicile, mais aussi d'une de ses voitures. Les gendarmes savent qu'au moment de la découverte du corps, la porte d'entrée de la maison était bien fermée à clé. Ils ont déduisent que l'auteur du crime ait pu jeter les clés pour retarder la découverte du corps de la victime. Les enquêteurs s'intéressent alors aux fenêtres de la maison, qui ne présentent aucune trace d'effraction. Au rez-de-chaussée, plusieurs d'entre elles sont ouvertes. Face à une des fenêtres ouvertes au sol, les enquêteurs retrouvent des pas, des traces de foulage dans l'herbe, des traces qui paraissent humaines. Les techniciens en identification criminelle entrent dans le pavillon et recherchent des empreintes sur cette même fenêtre. Au niveau de la poignée, ils vont découvrir des traces digitales. Mais ces traces incomplètes sont inexploitables. Les gendarmes tentent ensuite de révéler d'autres empreintes digitales. En vain. Dans les pièces, il n'y a aucune trace de lutte, aucun désordre qui pourrait faire penser à un cambriolage qui a mal tourné. Seule exception, le sac à main de Ghislaine Leclerc, retrouvé par sa fille sur le sol du salon. Les enquêteurs se rendent compte que rien n'a été volé. On a retrouvé par terre 200 €, il y a les 2 cartes bleues de Ghislaine Leclerc, on retrouve aussi ses téléphones et ainsi que ses ordinateurs portables. Donc les enquêteurs ne vont pas penser à un cambriolage, puisque rien ne manque. Tous ces objets sont photographiés et mis sous scellé. Dans la cuisine, les gendarmes trouvent 3 brioches. Ils interrogent à ce sujet les filles de Ghislaine Leclerc. Ma mère avait l'habitude de préparer son petit déjeuner sur un réchaud et il y avait 3 brioches de prévues, alors que normalement elle n'en mange qu'une. Les enquêteurs recherchent alors les traces ADN d'un éventuel visiteur. Les enquêteurs font des recherches par écouvillon sur la vaisselle sale qui se trouve dans le lave-vaisselle. Les techniciens en identification criminelle se dirigent ensuite vers la chambre de la victime. Il y a plusieurs taches de sang séchées. Elles sont petites et éparpillées un peu partout, devant la porte de la chambre. Dans la chambre de Ghislaine Leclerc, la fenêtre est fermée et la lampe de chevet allumée.
Le lit est défait sur le côté droit et des vêtements de femme sont posés sur le côté gauche. Le rideau qui fermait le placard mural gît au sol, taché de sang. Le meurtre a été commis avec une arme à feu. Les enquêteurs retrouvent 4 douilles entre le mur et le lit de la victime. Le tueur a donc tiré au moins 4 fois, mais seuls 3 projectiles sont découverts. Les enquêteurs s'intéressent ensuite à la position du corps, qui gît au pied du lit. La victime, elle est en pyjama, elle est pieds nus. On retrouve des chaussons à côté de ses jambes et sous le corps de la victime, une mare de sang coagulé. Un médecin légiste arrive sur les lieux à 13 h pour constater le décès de la victime. Le corps de Ghislaine Leclerc est ensuite transporté à l'hôpital de Montceau-les-Mines pour y être autopsié. En étudiant le positionnement des taches de sang, les enquêteurs vont chercher à retracer la séquence criminelle. Selon les experts, le premier coup de feu aurait été tiré alors que Ghislaine Leclerc se trouvait près du placard mural. Le premier mouvement est sans doute de porter la main à sa blessure, puis de se tenir. En tout cas, le lien est trop faible, c'est un rideau et il s'effondre. La victime se serait ensuite dirigée vers le lit, sans doute en rampant sur le sol. Sur le rebord de lit, on voit qu'il y a une marque palmaire de main. On sait que la personne était assise, recroquevillée, se tenant, peut-être adossée au lit pour se tenir. Pour finir, Ghislaine Leclerc s'est légèrement déplacée vers la porte. L'importante tache de sang retrouvée sous son corps indique qu'elle s'est effondrée à cet endroit avant de mourir. L'analyse des prélèvements effectués permet de révéler un ADN masculin. Il retrouve un ADN masculin dans une tache de sang, un ADN qui est mélangé à celui de la victime. Est-il possible que cet ADN soit celui du tueur? Ce serait alors, semble-t-il, sa seule erreur, car l'exploitation de la scène de crime ne donne aucun indice permettant de mettre les enquêteurs sur une piste. Je remarque que les techniciens en identification criminelle sont restés 9 heures dans la maison de Ghislaine Leclerc. Ils ont pris de nombreuses photos, ont fait de nombreux prélèvements et ils ont noté toutes leurs constatations. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette scène de crime? Alors bien sûr, Arnaud, 9 heures, ça peut paraître long. Mais en fait, c'est une durée tout à fait normale, d'autant que là, on se trouve dans une maison protégée des allées et venues incontrôlées et à l'abri des intempéries qui pourraient créer un certain nombre de dépérissements des indices. Dans ce genre de situation, on peut prendre tout son temps, il faut même prendre tout son temps. Pour en revenir à notre affaire, ce que je retiens de ces constatations, c'est que Ghislaine Leclerc était en pyjama, que sa lampe de chevet était allumée, que les brioches dans la cuisine étaient intactes. On peut donc vraisemblablement penser qu'elle a été surprise par son tueur au moment où elle allait se coucher. Jean-Paul Pelletier, l'ex-mari de Ghislaine Leclerc, raconte que lorsqu'il est entré dans la chambre, ce matin du dimanche 29 août, il y avait une odeur de mort. Est-ce que cette indication peut nous permettre de savoir à peu près à quand remonte le décès? Je ne suis pas médecin légiste, mais je sais par expérience que les premières odeurs dues à la décomposition d'un cadavre apparaissent dans un lieu clos à une température normale, 18 à 20 degrés, au bout de 24 heures. On sait que le corps de la victime a été découvert un dimanche matin. Donc le décès remonte au moins au samedi matin. Or, comme je vous l'ai dit, elle a été très vraisemblablement surprise et tuée un soir alors qu'elle allait se coucher. On sait par ailleurs que le dernier coup de fil qu'elle passe à sa fille remonte au jeudi après-midi. Elle a donc été tuée soit le jeudi soir, soit le vendredi soir. Lorsque le corps a été découvert, la porte d'entrée de la maison était verrouillée et une fenêtre au rez-de-chaussée était ouverte. Les gendarmes ont par la suite retrouvé les clés de la maison dans le jardin. Qu'est-ce que vous déduisez de ces éléments? Au vu des constatations effectuées par les gendarmes, qui ont observé des traces de pas au pied de cette fenêtre ouverte, on peut penser que le tueur, pour entrer dans la maison, est passé par cette fenêtre. Après avoir accompli son meurtre, par souci de discrétion, il est ressorti par la porte. Et bien sûr, il s'est très rapidement débarrassé des clés, qui seraient un objet extrêmement incriminant si on les découvrait sur lui. Pour les enquêteurs, si le tueur a refermé la porte à clé derrière lui, c'est pour retarder la découverte du corps. Pourquoi cette précaution selon vous? Effectivement, le tueur a cherché à écarter le plus possible la commission de son crime du début de l'enquête. Quel est son objectif? Peut-être effacer un certain nombre de traces ou d'indices, ou de se créer ou de se peaufiner un alibi. Ce qui pourrait peut-être vouloir dire que le tueur avait peur d'être assez vite suspecté. Oui, c'est pas impossible qu'il pense être assez rapidement dans la ligne de mire des enquêteurs. Ce qu'on peut observer, c'est que ce crime est réalisé avec méthode, avec sang-froid. On ne trouve effectivement qu'une trace ADN mêlée à une tache de sang.
aucune empreinte digitale exploitable n'a pu être retrouvée sur cette scène de crime. Ce luxe de précaution peut faire penser qu'il s'agit d'un meurtre prémédité, c'est-à-dire d'un assassinat. La section de recherche de Dijon est saisie du dossier. Les enquêteurs cherchent alors à savoir qui est Ghislaine Leclerc, quelle est la vie de cette femme de 57 ans, qui sont ses proches, qu'est-ce qui pourrait expliquer son meurtre aussi violent. L'enquête de personnalité va devoir répondre à toutes ces questions. Ghislaine Leclerc vivait seule dans sa maison de Volèvre, petite commune de Saône-et-Loire. Elle y avait emménagé en 2007 avec son troisième mari, Saïd, dont elle était en instance de divorce. 3 fois mariée, 3 fois séparée, Ghislaine était une femme qui assumait ses choix, libre et déterminée à mener une vie pleine et entière. Ma mère était aussi une femme d'affaires et elle menait ses projets à bien. Elle se battait pour ce qui lui semblait juste et elle ne lâchait rien. Ghislaine avait créé sa propre maison d'édition de cartes postales et de jeux pour enfants. Le slogan d'Imagine Édition était un monde de douceur, des images très belles, faites avec de la laine, cardées, colorées. Et c'était du coup vraiment un monde merveilleux pour les enfants. Elle voulait leur apporter du rêve et de la sérénité. Ghislaine était hypersensible, elle était très très émotive. Elle pouvait pleurer devant une injustice, même si ça ne la concernait pas. Elle était vraiment très émotive. Ses 3 filles, Céline, Estelle et Emeline, se souviennent d'une maman très tendre. Maman était très câline. La douceur était quelque chose de très important pour notre maman. Elle nous chantait des chansons tous les soirs, tous les matins. Elle nous massait, elle nous racontait des histoires. Et elle était très présente, elle était très douce. Ghislaine a tout fait pour que sa séparation avec Jean-Paul Pelletier perturbe le moins possible leurs 3 filles. Elle donnait tout pour nous. On était son centre du monde et elle aurait abattu des montagnes si ça avait pu nous aider. Denis Marchal connaît Ghislaine depuis plus de 30 ans. Il est l'un de ses plus vieux amis. Ghislaine, c'était une 68arde qui n'avait pas descendu de ses barricades. Ce serait peut-être la meilleure façon que moi je pourrais la définir. C'était quelqu'un de très humaniste, très à l'écoute des autres, qui a tout au long de sa vie gardé une certaine naïveté. Tous les proches de Ghislaine Leclerc vantent sa grande générosité. Elle était très généreuse avec tout le monde, trop généreuse. Elle ne savait pas dire non et puis elle avait envie que tout le monde soit content, tout le monde soit bien. Elle avait ce souci-là. Mais cette générosité, peut-être excessive, n'empêchait pas la mère de famille de défendre fermement ses idées. Ghislaine avait un caractère assez entier. Quand elle voulait quelque chose, elle faisait tout pour arriver à ses fins. Elle avait un foutu caractère, ça c'est clair. Ce qui ne lui plaisait pas, elle savait le dire. Elle n'avait absolument aucune peur à causer de fer avec n'importe qui. Le meurtre de cette femme forte, fidèle en amitié et débordant d'amour pour ses enfants, est totalement incompréhensible pour ses proches. Je ne lui connaissais absolument pas d'ennemis. Elle était tellement généreuse avec tout le monde que le fait d'être tuée n'avait pour moi aucun sens. Le lendemain de la découverte du meurtre, le 30 août 2011, le corps de Ghislaine Leclerc est autopsié au centre hospitalier de Montceau-les-Mines. Le concours d'un expert en balistique de l'Institut national de police scientifique d'Écully est demandé. Avant de débuter son examen, le médecin légiste demande que soit effectué un scanner du corps. L'image va tout de suite retrouver un corps métallique. C'est un projectile. Il est situé dans une zone où on le visualise parfaitement bien, puisque c'est la graisse du sein. Le médecin effectue ensuite l'examen externe. Il note la présence de 4 orifices d'entrée et de 3 orifices de sortie seulement, car un des projectiles est resté logé dans le sein droit. Le médecin légiste conclut ensuite qu'il y a d'abord eu 2 tirs. Un tir cervical qui a atteint le cou avec un tir qu'on appelle en céton, c'est-à-dire un tir peu pénétrant puisqu'il y a une entrée et une sortie. Un deuxième tir qui est intra-abdominal, qui est au niveau à peu près de la région de l'ombilic et qui va de l'avant vers l'arrière. La trajectoire horizontale de ces 2 tirs permet aux médecins d'établir qu'ils ont été effectués alors que Ghislaine Leclerc était encore debout. En revanche, les 2 autres tirs ont des trajectoires verticales, du haut vers le bas. C'est un tir intrathoracique
Il est sous la clavicule gauche, il va sortir au niveau dorsal, et puis dernier tir, celui qui n'est pas ressorti, il est dorsal et thoracique, donc il touche de nouveau les poumons, et il va arriver et s'arrêter au niveau du sein. Pour le médecin, ces coups de feu ont été tirés en dernier, alors que la victime était recroquevillée au sol. L'examen interne des blessures permet d'établir les causes de la mort. Le décès a été rapide par une décompensation respiratoire puis cardiaque, plus l'hémorragie interne. Ghislaine Leclerc n'a pas subi de violence sexuelle et son corps ne comporte aucune trace de défense. À la fin de son autopsie, le médecin conclut que le décès est intervenu entre le jeudi 26 et le vendredi 27 août au soir. Les douilles et les projectiles retrouvés sur la scène de crime sont envoyés en analyse à l'Institut national de police scientifique d'Écully. Les experts devront déterminer avec quelle arme Ghislaine Leclerc a été tuée. Jean-Marc, l'expertise en balistique va permettre d'établir que l'arme du crime est un Beretta 1934. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette arme ? Le Beretta 1934 est une arme de poing petite, courte, légère et très maniable. Il s'agit d'un pistolet semi-automatique d'un calibre de 9 mm et d'une capacité de chargement de 7 cartouches. Cette arme a équipé l'armée italienne de 1934 justement à 1945 et a été fabriquée à un peu plus d'1 million d'exemplaires. Aujourd'hui, on considère que c'est une arme de collection. Alors justement, les gendarmes vont répertorier tous les collectionneurs ayant déclaré ce type d'arme et ils vont découvrir qu'il n'y en a que 112 en France. Oui, alors 112, ça paraît effectivement très peu quand on sait que ça a été fabriqué à plus d'1 million d'exemplaires. Mais je vous ai parlé d'armes de collection, on parle aussi d'armes de tiroir. C'est-à-dire que ce sont des armes qui circulent d'héritage en héritage, de succession en succession, sans que personne ne pense à les déclarer. Quoi qu'il en soit, les gendarmes ont fait expertiser ces 112 pistolets semi-automatiques. Il en résultera qu'aucune de ces 112 armes n'est l'arme du crime. En même temps, Jean-Marc, on imagine assez mal un collectionneur ayant déclaré son arme l'utiliser pour commettre un crime. Ouais, mais vous le savez très bien, Arnaud, l'imagination n'a pas beaucoup de place dans une enquête de police judiciaire. Une enquête de police judiciaire, ça consiste à vérifier, à systématiquement vérifier. Et là, les gendarmes le font et ils ont raison de le faire. En plus, il se pourrait tout à fait qu'un des titulaires, qu'un des détenteurs déclarés de cette arme l'ait perdue ou cela soit fait voler. Dans ce cas-là, cette arme aurait pris une dimension tout à fait particulière. Les conclusions de l'autopsie confirment que le tueur a bien tiré à 4 reprises sur sa victime et que Ghislaine Leclerc a eu le temps de se déplacer entre les tirs du placard mural jusqu'à la porte de sa chambre. Qu'est-ce que vous déduisez du mode opératoire du tueur ? Une fois de plus, ça prouve la grande détermination de ce tueur, surtout quand on sait que ces tirs ont lieu en 2 séries. Une première série de 2 coups de feu alors que Ghislaine Leclerc était debout et une seconde série de 2 coups de feu alors qu'elle était au sol. Cette seconde série de coups de feu prouve que le tueur voulait absolument s'assurer de la mort de sa victime. L'autopsie montre également que le corps de Ghislaine Leclerc ne comporte aucune trace de défense. Ça prouve qu'il n'y a pas eu de rixe, qu'il n'y a pas eu de dispute avant les coups de feu, que l'auteur des faits est probablement entré dans la maison puis dans la chambre de Ghislaine Leclerc qui était éclairée et lui a tiré dessus par surprise alors qu'elle n'avait aucun moyen de se défendre. Le corps de Ghislaine Leclerc a été découvert par sa fille Emeline le dimanche 29 août 2010 vers 11h du matin, mais le médecin légiste n'a pas pu établir avec précision quand a eu lieu le meurtre. Obtenir des témoignages devient donc la priorité des gendarmes. Ghislaine Leclerc vivait dans un quartier résidentiel tranquille où le bruit des détonations a peut-être alerté les riverains. Les enquêteurs de la section de recherche de Dijon mènent une vaste enquête de voisinage. Il y a déjà un premier constat qu'on apprend assez rapidement. Personne n'a rien entendu, personne n'a rien vu. Il apparaît que Ghislaine Leclerc était une voisine particulièrement discrète. Les voisins constatent des périodes de silence et d'absence de leur voisine sans se poser plus de questions. Un couple de riverains a aperçu la victime quelques jours avant sa mort. C'était le lundi 23 août et Ghislaine Leclerc était alors en compagnie d'un homme. Un homme grand que les voisins ont vu arriver en taxi en fin d'après-midi. Et le soir même, tous deux sont vus par plusieurs voisins dîner, discuter tranquillement sur la terrasse de Ghislaine. Qui était cet homme ? Les enquêteurs interrogent la famille de la victime. Et ils apprennent que l'homme qui est venu à Volèvre 6 jours avant la découverte du crime est Sylvain Schrut, le gendre de Ghislaine Leclerc.
Mon beau-frère a eu un accident de voiture. Du coup, il a pris un taxi pour aller chez ma maman et lui a emprunté un de ses véhicules. Et donc, c'est lui qui a été vu par les voisins de ma mère le lundi 23. Sylvain Schrut est le compagnon de Céline, la fille aînée de Ghislaine. Auditionné par les gendarmes, il confirme être arrivé chez sa belle-mère le lundi 23 août, vers 18h30. Sylvain Schrut avait eu un problème de voiture et effectivement il avait demandé à sa belle-mère de lui prêter une berline dont elle était propriétaire. Il s'est rendu chez elle pour récupérer cette voiture et dans ses explications il va donner un déroulement très détaillé de la soirée, y compris de ce que sa belle-mère lui a préparé à dîner, en insistant sur le fait que l'entente était très bonne. Les enquêteurs vont demander à Sylvain Schrut quelles sont ses relations avec Ghislaine. Et lui va répondre qu'elles sont très bonnes, qu'il s'entend très bien avec elle, c'est sa belle-mère. Et c'est d'ailleurs grâce à elle qu'il a rencontré en Alsace sa future compagne, Céline. Sylvain Schrut affirme ensuite être reparti vers 21h30 de Volèvre, à bord de la voiture de Ghislaine. Il a roulé un peu moins de 4 heures pour parcourir les 380 km le séparant de son domicile à Rigvir en Alsace. Et vers 1h10 du matin, il est arrivé chez lui, où il est resté jusqu'à la découverte du corps de sa belle-mère. De ce fait, quand on découvre maman morte, c'est le dernier de la famille à l'avoir vue vivante. L'enquête de voisinage fournit aux gendarmes une autre information intéressante. Un homme est venu jardiner chez Ghislaine Leclerc une dizaine de jours avant sa mort. Les enquêteurs apprennent que des voisins ont vu un homme autour du pavillon de la victime coupant des haies avec un coupe-haie. Les voisins ont signalé la présence de ce monsieur parce qu'il n'était pas du tout un habitué du quartier et que c'est la première fois qu'il se rendait dans le lotissement. Et ils le décrivent comme un homme plutôt grand, mince, âgé de 30 à 40 ans, de type caucasien. Et il a les cheveux longs, clairs et une barbiche. Interrogé par les enquêteurs, les proches de Ghislaine expliquent qu'il s'agit d'un sans domicile fixe de passage à Paray-le-Monial, la petite ville la plus proche. Ma mère a croisé ce SDF au village qui avait un panneau sans emploi. Elle a parlé avec lui, elle a sympathisé, elle lui a proposé de tailler sa haie. En échange de ses services, Ghislaine lui a promis quelques repas et un peu d'argent. Puis elle l'a emmené chez elle. Je trouvais que c'était un petit peu risqué d'amener un inconnu à la maison comme ça, sans savoir d'où il venait. Autant c'est quelqu'un de très bien, autant ça peut ne pas l'être. Ça démontre à quel point elle avait envie d'aider le tout à chacun. Et il paraît qu'au moment de ramener le SDF en ville, celui-ci a été très entreprenant et Ghislaine a dû décliner fermement ses avances. Est-il possible que cet homme soit impliqué dans le meurtre? Les enquêteurs se lancent à sa recherche. Ils contactent le foyer pour sans-abri Saint-Vincent-de-Paul, qui se trouve à seulement 4 km de la maison de la victime. Ils apprennent alors qu'un homme correspondant à la description du SDF y a séjourné entre le 16 et le 19 août. Le directeur du foyer confirme également que la personne en question est habituée à effectuer des travaux de jardinage et réside de façon régulière dans ce foyer. Mais impossible de savoir où il s'est rendu après son départ. Le nom du SDF est alors inscrit au fichier des personnes recherchées. Les enquêteurs essaient de reconstituer l'emploi du temps de la personne qui a taillé les haies et comme on sait qu'il est SDF, ils contactent le 115. Les services du 115 confirmeront que cet homme les a appelés pour savoir au matin du 26 août dans quel foyer il pouvait se diriger. Les enquêteurs identifient alors le numéro de téléphone fixe avec lequel le SDF a appelé le 115. Ce téléphone appartient à une femme qui reconnaîtra héberger le SDF de temps en temps et c'est elle qui fera le lien entre les enquêteurs et cette personne. L'homme est enfin localisé et immédiatement auditionné par les gendarmes. Il confirme avoir effectué des travaux de jardinage chez Ghislaine, notamment 2 jours en juin et les 17 et 18 août 2010. Il ajoute qu'à cette occasion, il a oublié son blouson coupe-vent dans la voiture de Ghislaine Leclerc. Les enquêteurs lui demandent alors de détailler son emploi du temps la semaine du meurtre. Ils veulent savoir ce qu'il a fait à partir du jeudi 26 août. Le SDF explique qu'il était alors dans un foyer de Chagny, petite commune située à 80 km de Volèvre. Il dit y avoir vécu 4 jours et y avoir dormi les nuits jusqu'au 30 août. La journée, il faisait la Manche et les nuits, il dormait là-bas. Le SDF affirme ensuite être parti le 30 août en stop, vers le sud de la France. Son emploi du temps est vérifié. Le SDF dit vrai. Il se trouvait bien à Chagny, au moment du meurtre de Ghislaine Leclerc. Le responsable du centre du foyer d'accueil à Chagny apprend aux gendarmes que le SDF qu'il recherche est un homme calme, sans histoire, qui lit beaucoup, qui se déplace à pied. Les enquêteurs sont persuadés que le SDF n'est absolument pas impliqué dans le meurtre.
Ils poursuivent donc leurs investigations à la recherche d'une nouvelle piste. L'enquête de voisinage n'ayant pas permis d'en savoir plus sur le créneau horaire exact du meurtre, les gendarmes vont maintenant chercher à retrouver les dernières traces de vie de Ghislaine Leclerc. Et c'est l'étude de sa téléphonie qui va rapidement donner des informations essentielles. Ils vont s'apercevoir que dans la nuit du 26 au 27, elle a tenté d'appeler un numéro à 5 reprises. La première fois à 22h18, une communication qui a duré 29 minutes. Puis elle a tenté d'appeler ce même numéro à 4 reprises, qui n'ont pas abouti. Ghislaine Leclerc a passé son dernier appel à minuit 6. Et par la suite, il n'y aura plus d'appel. Ce sera le dernier appel émis par Ghislaine. En analysant la facture téléphonique détaillée de la victime, les gendarmes constatent que Ghislaine Leclerc téléphonait très souvent. Ils en déduisent qu'elle a été tuée juste après cette dernière tentative d'appel. Le crime aurait donc eu lieu dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 août après minuit. Le 2 septembre 2010, soit 7 jours après le meurtre, le titulaire du dernier numéro de téléphone composé par la victime est convoqué par les gendarmes. C'est un homme de 55 ans qui vit à Breuillé, en région parisienne. Cet individu, que nous appellerons Mario, préfère aujourd'hui garder l'anonymat. Je dis aux gendarmes comment notre rencontre a eu lieu sur Internet. Ça s'est passé sur un site de rencontre. On était venu à s'appeler quand même assez souvent parce qu'on avait très vite sympathisé et on avait envisagé de se rencontrer pour voir un petit peu comment on était physiquement. Mario et Ghislaine se sont rencontrés pour la première fois le 19 août à l'occasion d'un festival de danse folklorique. C'est une personne qui aimait bien danser, donc on a passé une partie de la nuit à danser à ce festival. Mario précise aux gendarmes qu'il ne s'est rien passé de plus avec Ghislaine Leclerc. Le contact était très bon, mais simplement physiquement, on ne correspondait pas du tout à ce que l'on recherchait, ni elle ni moi. Donc on a passé 2 jours ensemble. On a dansé, on s'est amusé un petit peu. Mais comme ça n'avait pas accroché physiquement, on avait décidé de se séparer, mais de rester en bons termes quand même. Chacun est donc rentré chez soi le 21 août. Les gendarmes veulent savoir où se trouvait Mario la nuit du crime. J'étais chez moi, je me souviens qu'elle m'a appelé aux alentours de 22h. On a discuté pendant une vingtaine de minutes. Et ensuite, je me suis couché et je me suis aperçu le lendemain qu'elle avait essayé de me joindre à plusieurs reprises après 22h. Mais comme je dormais, je n'ai pas pu répondre à ses appels. Les enquêteurs étudient alors la géolocalisation du téléphone portable de Mario. Ils veulent s'assurer que l'homme était bien chez lui en région parisienne la nuit du meurtre. Ces vérifications indiquent que le 26 et 27 août, il se trouvait bien à Breuillé, à 400 km de la scène de crime. Mais son téléphone a été éteint de 23h à 7h58. Qu'a fait Mario pendant ces 9 heures? Des vérifications sont réalisées pour établir si oui ou non il y a eu un aller-retour effectué durant la nuit. Mais les enquêteurs ne trouvent aucune trace d'un éventuel déplacement nocturne. Ils comparent alors l'ADN de l'homme à l'ADN masculin trouvé sur la scène de crime. Mais ça s'avère négatif, il ne s'agit pas de l'ADN de cet homme. Aucun élément ne permet donc de remettre en cause les déclarations de Mario. L'homme est mis hors de cause. Mais avant de quitter la gendarmerie, il donne aux enquêteurs une information importante. Peu de temps avant sa mort, elle m'avait parlé d'une rencontre qu'elle devait faire avec une personne qu'elle a connue par Internet. Mais en fait, elle n'était pas très rassurée de voir cette personne en vrai. Et il apparaît que Ghislaine avait également partagé ses craintes avec son ami Denis. Elle me dit, écoute Denis, c'est quelqu'un que je sens pas. Elle m'a carrément dit, je me souviens, je sais pas où je mets les pieds, mais j'y vais quand même. Ghislaine devait rencontrer cet homme le 25 août, soit 2 jours avant sa mort. Ghislaine était entière avec un caractère de tête de mule. C'était pas la peine de lui dire, n'y va pas. Elle me dit, écoute, je te laisse son numéro de téléphone et tu le gardes. Et s'il m'arrive quelque chose, tu pourras toujours le dire aux gendarmes. Denis Marchal se souvient très bien de son inquiétude et de son empressement à avoir des nouvelles de son ami. Je crois que c'est peut-être le dernier coup de téléphone que je lui ai passé. C'est moi qui l'ai appelé pour vérifier qu'elle était bien rentrée. Je lui ai dit alors comment ça s'est passé? Bof, rien, ça va rien faire, c'est une brêle. Voilà, c'était un coup pour rien, une rencontre à dégager, comme elle a dû en faire des dizaines. Denis Marchal communique alors aux gendarmes les coordonnées de l'homme mystérieux.
Les enquêteurs étudient la géolocalisation de cet homme et ils s'aperçoivent que cet homme a passé la journée du 26 août dans sa ville à Digoin. Cette information est intéressante, car Digoin n'est situé qu'à 15 km de chez la victime. Mais pour la nuit du 26 au 27 août, il est impossible de déterminer où son téléphone se trouvait, puisque son téléphone était éteint entre 23h59 et 8h le lendemain matin. L'homme aurait donc pu facilement tuer Ghislaine et rentrer chez lui dans la nuit. Le 3 septembre 2010, soit 8 jours après le meurtre, les gendarmes décident de l'interroger. Cet homme reconnaît avoir rencontré la victime le 25 août vers 19h dans le village où elle réside. Ils ont échangé, lui a parlé de ses filles, de sa vie. Il en a fait de même. Mais ils en sont restés là. Il n'y a pas eu de suite. Il dit être retourné chez lui et y avoir passé la nuit. Son ADN est prélevé et comparé au profil inconnu révélé sur la scène de crime. Mais le résultat est encore une fois négatif. Les gendarmes vont le laisser repartir libre parce qu'il n'y a pas de mobile et ils n'ont pas d'éléments qui pourraient laisser croire qu'il serait impliqué dans le meurtre de Ghislaine. Les enquêteurs savent maintenant que Ghislaine Leclerc cherchait à rencontrer des hommes sur Internet. Ils se demandent si le tueur n'est pas une de ses relations de passage. Ma mère a toujours cherché le grand amour, l'homme sur qui elle pouvait compter, l'homme sur qui elle pouvait se reposer. Ghislaine se sentait seule, malgré la présence de ses filles. Elle avait vraiment un grand sentiment de solitude. Nous étions au courant que ma mère cherchait toujours l'amour sur des sites de rencontres. C'était pas très rassurant, mais je lui faisais confiance dans son jugement. C'est se mettre dans la gueule du loup, s'il y a un loup quelque part. Je dis à Ghislaine, fais attention, un jour tu vas tomber sur un sale con, ou un pervers, ou tu vas encore t'embarquer dans des trucs pas possibles. Elle me répondait, oui, c'est bon, je fais attention, oui, je suis une grande fille, t'inquiète. La piste de la mauvaise rencontre sur Internet est maintenant au cœur des investigations. Les enquêteurs veulent identifier les hommes que la victime a ainsi rencontrés peu de temps avant sa mort. Les spécialistes en nouvelles technologies s'intéressent aux ordinateurs de Ghislaine, à ses disques durs, à ses téléphones, et c'est un travail titanesque. Ils découvrent qu'une vingtaine d'hommes échangent avec la victime, 23 hommes. Tous ces hommes sont convoqués par les enquêteurs. Tous leurs alibis sont vérifiés. Tous ces hommes sont géolocalisés par le biais de leur téléphone portable, mais aucun ne se trouvait à Volèvre la nuit du 26 août, la nuit du meurtre. Les enquêteurs étudient également la nature de tous les messages échangés entre Ghislaine Leclerc et ses 23 hommes. Mais les gendarmes ne retrouvent aucun mobile, aucune querelle, ou en tout cas aucun élément qui pourrait leur faire croire qu'un de ces hommes ait pu tuer Ghislaine Leclerc. La piste de la mauvaise rencontre sur Internet est ainsi définitivement abandonnée. Négard, on vient de le voir, Ghislaine Leclerc cherchait l'âme sœur sur des sites de rencontres. On a entendu ses proches dire qu'ils craignaient qu'elle se mette en danger. Est-ce qu'il y a un contrôle des inscriptions sur ce style de site ou est-ce que n'importe qui peut se créer un profil, n'importe qui, même un délinquant sexuel? Non Arnaud, il n'y a aucun contrôle a priori qui se fait sur ce genre de site. L'extrait du casier judiciaire n'est par exemple pas demandé. Il n'y a pas non plus de vérification des données personnelles comme l'identité, l'âge ou encore l'adresse des personnes qui s'y inscrivent. Donc en effet, on peut sur ce genre de site faire de mauvaises rencontres, rentrer en contact avec des personnes potentiellement dangereuses. Alors sans aller jusqu'à l'agression physique, les utilisateurs de ces sites de rencontres peuvent être victimes d'escroqueries ou d'abus de confiance. Est-ce qu'il existe une responsabilité légale de ces sites dans ces cas-là? Non. Les arnaques, abus de confiance ou encore escroqueries ne sont pas de la responsabilité des sites internet. De manière générale, leur responsabilité est engagée lorsqu'il y a eu un problème dans la gestion de certaines informations. D'abord celles qui sont stockées, c'est par exemple l'hypothèse des propos diffamatoires qui figurent dans un site et qu'on tarde à retirer. Et puis il y a les informations qui sont récoltées, qui viennent directement des internautes et qui ont un caractère personnel. Pour ces informations-ci, les sites internet ont l'obligation de garantir la confidentialité. Et en 2015, justement, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a mis en demeure 13 sites de rencontres pour leur mauvaise gestion des données confidentielles. Je voudrais qu'on revienne sur les investigations menées autour du SDF que Ghislaine Leclerc avait emmené chez elle pour effectuer des travaux de jardinage. Pour les besoins de l'enquête, le nom de cet homme a été enregistré au fichier des personnes recherchées. Négard, qui sont les individus inscrits dans ce fichier ? Tous ceux dont on doit vérifier la situation juridique ou bien qui font l'objet d'une recherche, par exemple parce que leur disparition a été signalée et que celle-ci semble suspecte, ou encore comme c'est le cas dans notre affaire avec le SDF, parce qu'ils font l'objet d'une enquête et qu'il faut absolument les retrouver afin de les entendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'inscription au fichier des personnes recherchées n'est pas forcément définitive. Si l'inscription devient sans objet, alors il faut retirer le nom du fichier.
Et pour revenir à notre affaire, les autorités ont sans doute retiré le nom du SDF du fichier lorsque celui-ci a fini par être retrouvé et entendu. Après la piste des sites de rencontres, les enquêteurs s'intéressent maintenant à la vie conjugale de la victime. Ils ont appris que Ghislaine Leclerc s'était mariée à 3 reprises. Est-il possible qu'une de ces unions soit à l'origine du meurtre? Les époux de la victime sont maintenant au cœur de l'enquête. Ghislaine Leclerc s'est mariée pour la première fois en 1972, quand elle avait tout juste 18 ans. Son union avec Jean-Marie a alors été bien accueillie par sa famille. Au début, Ghislaine trouvait Jean-Marie très amusant, très joyeux, plaisantin, très agréable à vivre. Il était vraiment très souriant. Il semblait être un couple heureux. Mais au fil du temps, Ghislaine et ses proches ont remarqué un changement de comportement chez Jean-Marie. Tout doucement, son humeur a changé. À un certain moment, quand je venais, je sentais une énergie hostile. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et il est tombé dans une sorte de dépression, mais assez grave. Ghislaine a même alors avoué à sa sœur qu'elle avait peur de son mari. Ce qu'elle me racontait, elle me l'a montré, il dormait avec un sabre sous son lit. Elle avait très peur de ça, elle était vraiment très inquiète pour sa vie. Ça lui faisait très peur et comme il était un peu violent, elle s'en est séparée très rapidement. Après cette séparation, Jean-Marie s'est remarié. Mais sa nouvelle vie de couple a vite tourné au cauchemar. Et lors d'une dispute avec ses beaux-parents, cet homme les a agressés avec un sabre, il les a tués. Pour ce double meurtre, l'homme a été condamné en 1985 à 15 ans d'emprisonnement. Il est sorti 11 ans après, en 1996, et à sa sortie, il a refait sa vie et s'est installé en Lorraine. Pour les enquêteurs, cette piste devient très intéressante. D'autant plus que les proches de Ghislaine leur livrent une information essentielle. Ghislaine avait peur de Jean-Marie quand il est sorti de prison parce qu'elle a témoigné contre lui. Donc elle ne se sentait pas du tout en sécurité. Elle avait peur d'une vengeance, ça c'est clair. 1 an avant qu'elle ne meure, on en avait reparlé, elle me dit « j'ai peur de Jean-Marie ». Oui, elle en avait encore peur. Pour les gendarmes, Jean-Marie est un suspect sérieux. Le 1er octobre 2010, soit 35 jours après le meurtre, les enquêteurs convoquent le premier mari de Ghislaine Leclerc. L'homme vit alors à Metz. Il leur apprend avec stupéfaction qu'il ignore que son ex-épouse est décédée brutalement, qu'elle a été tuée. Il leur apprend aussi que lorsqu'il est sorti de prison, il n'avait plus de contact avec sa première épouse, qu'aucun échange n'avait lieu entre eux, qu'ils sont perdus de vue. Jean-Marie se défend de toute implication dans le meurtre. Il affirme ne pas avoir quitté son domicile la nuit du crime. Et la géolocalisation de son téléphone semble confirmer ses dires. Les gendarmes prélèvent alors son ADN. Pour vérifier s'il correspond à celui qui a été retrouvé chez Ghislaine Leclerc. Mais une fois de plus, ça ne correspond pas. Il ne s'agit pas de l'ADN masculin inconnu. Jean-Marie sort libre du bureau des enquêteurs. Aucun élément ne permet de l'incriminer. Les enquêteurs continuent de fouiller la vie personnelle de Ghislaine Leclerc. Ils mettent immédiatement hors de cause Jean-Paul Pelletier, son deuxième mari. C'est maintenant le 3e époux que nous appellerons Saïd, qui va retenir toute leur attention. Ce Tunisien de 31 ans va faire l'objet de nombreuses investigations. Les gendarmes apprennent que Madame Leclerc était en instance de divorce avec Monsieur Saïd et que c'est une rupture très compliquée et au centre de laquelle il y a un très gros contentieux patrimonial. Les gendarmes veulent tout savoir de ce 3e mariage. Ils apprennent que Ghislaine a rencontré Saïd lors d'un voyage en Tunisie en 2004. Maman était logée à l'hôtel sur l'île de Djerba. Il y avait un serveur qui était très gentil et qu'elle a trouvé très beau et qui s'est intéressé à elle. Donc elle en est tombée amoureuse. Quand elle l'a rencontré, c'était pour elle un coup de foudre. Quand Ghislaine est revenue de Tunisie, elle était rayonnante et heureuse. Elle me dit « je suis amoureuse, j'ai rencontré quelqu'un de merveilleux, il a un sourire magnifique, je l'aime, il m'aime ». À l'époque, Saïd a 26 ans, Ghislaine en a 51. Moins de 3 mois après leur rencontre, Ghislaine et Saïd décident de se marier. Ma réaction a été « mais t'es complètement folle ». Encore une fois, elle a fait ce qu'elle a voulu, elle ne m'a pas écouté. À l'ambassade de France en Tunisie, on a essayé de décourager Ghislaine d'épouser Saïd. Dans le sens où beaucoup de Tunisiens essayaient de se marier avec des Françaises pour pouvoir venir vivre en France. Mais pour Ghislaine Leclerc, ces mises en garde sont inutiles. Et le 28 juillet 2004, elle épouse Saïd en Tunisie. C'était un beau mariage tunisien. Ma mère était radieuse. Elle était épanouie. Elle avait la sensation de toucher le but de sa vie. En 2007, les jeunes mariés achètent une maison à Volèvre.
Ghislaine finance l'opération avec un apport de 75 000 € et ils contractent ensemble un emprunt de 100 000 €. En Tunisie, Ghislaine finance l'achat d'une oliveraie et fait construire une villa sur l'île de Djerba. Elle souhaitait vraiment que cette maison puisse être la maison familiale de vacances où on se retrouve tous ensemble là-bas. Elle se projetait beaucoup dans cette maison pour être heureuse, pour vivre des moments joyeux et plein de bonheur. Ghislaine Leclerc a alors une confiance totale en son mari. Tout ce qu'a acheté Madame Leclerc en Tunisie appartient juridiquement à son époux, puisque Madame Leclerc n'ayant pas la nationalité tunisienne, elle ne peut pas avoir de possession dans ce pays. Pourtant, Ghislaine dépense sans compter. Toutes ses économies passent en Tunisie. Que ce soit pour le chantier, l'achat du terrain, le livret, mais aussi pour aider la famille financièrement. Les études des sœurs, des habits, les couches. Elle a mis énormément d'argent pour que la famille de Saïd se sente bien. Par contre, elle note toutes les dépenses qu'elle fait pour la Tunisie. Ghislaine Leclerc aide également Saïd à s'intégrer en France. Elle lui finance une formation de cuisinier à Lyon, ce qui lui permet ensuite de trouver un emploi. Quand il est parti à Lyon, ce garçon avait obtenu une aisance financière, une certaine liberté. L'envie de découvrir la France, certainement. Et c'est là qu'il a fait connaissance de personnes et s'est petit à petit éloigné de Ghislaine. En janvier 2008, Ghislaine découvre dans le téléphone de Saïd les preuves de l'infidélité de son mari. Et je lui en veux beaucoup d'avoir fait souffrir ma mère. Je lui avais demandé à leur mariage d'en prendre soin parce qu'elle en avait vraiment besoin. Et il a trahi ma confiance. Après avoir découvert l'infidélité de son mari, Ghislaine Leclerc se met à douter de la sincérité de l'amour de Saïd. Elle décide alors, 4 ans après son mariage, d'entamer une procédure de divorce et immédiatement, elle s'engage dans un combat pour récupérer l'argent qu'elle a, depuis leur rencontre, dépensé en Tunisie. Après la séparation, Ghislaine était très en colère par cette trahison. Elle a voulu un peu rétablir un équilibre et elle a voulu se battre pour récupérer tout son investissement en Tunisie, et pour elle et pour ses filles. Le contentieux, il est très violent entre eux, puisqu'elle va jusqu'à prendre la nationalité tunisienne, ce qui est quand même exceptionnel, pour aller au bout de son processus judiciaire, pour pouvoir bénéficier de l'application de la loi tunisienne. Devenue tunisienne, Ghislaine Leclerc peut espérer récupérer la propriété de la villa à Djerba et de l'oliveraie. La tension monte alors d'un cran. Je savais que ça tournait vraiment à la guerre. C'était très chaud entre eux. Elle voulait à tout prix récupérer ses fonds. C'est les violences verbales qu'elle a subies, les horreurs qu'elle a entendues n'étaient pas dignes d'un être humain, tout simplement. Les gendarmes vont établir que Ghislaine Leclerc a été tuée quelques heures après avoir reçu un coup de téléphone très important. Quelques heures seulement après avoir été avertie d'une excellente nouvelle. Elle reçoit vers 11h du matin un appel depuis la Tunisie où on lui annonce que manifestement le bien immobilier qu'elle revendique en Tunisie va manifestement faire l'objet d'une hypothèque judiciaire et qu'elle a des chances que ce bien lui soit réattribué en Tunisie. Cela signifie qu'après le divorce, Ghislaine aurait enfin pu récupérer la pleine propriété de la villa de Djerba et de l'oliveraie. Mais attention, c'est que si elle décède avant la fin de son procès et avant d'avoir récupéré ses biens, c'est son mari qui hérite. Et c'est ce qui va se passer. Est-il possible que Saïd ait tué Ghislaine Leclerc pour rester propriétaire des biens immobiliers situés en Tunisie? Le mobile, très clairement, c'est l'argent. C'est les biens en Tunisie, c'est le divorce conflictuel et le combat est patrimonial. Dans ce combat, Saïd se montre de plus en plus menaçant et va jusqu'à proférer des menaces de mort. Ghislaine m'a confié sa crainte d'être assassiné. Sous les termes, il est capable de tout. Il est capable de tout, y compris de m'assassiner. Je m'en souviens très bien. Elle était vraiment aux abois, quoi. Et elle avait très peur. Elle nous a toujours dit, si un jour je meurs, faites-moi autopsier, parce qu'elle avait peur d'être empoisonnée étant donné qu'il était cuisinier. Saïd devient le suspect numéro 1. Il est alors convoqué par les enquêteurs. Il se dit tout à fait choqué et peiné de la disparition de Madame Leclerc et évidemment dit immédiatement qu'il n'a rien à y voir. Les enquêteurs lui demandent de préciser son emploi du temps, la semaine et la nuit du meurtre. Il indiquera avoir été en Tunisie du 12 au 22 août et dès le 23 avoir regagné Lyon où il a travaillé dans un restaurant.
Saïd affirme avoir travaillé la nuit du crime, de 19h30 à 23h. Il dit ensuite être rentré dormir chez son frère et sa belle-sœur. Pour vérifier cet alibi, les gendarmes auditionnent alors son frère et sa compagne. L'un comme l'autre, qui ne sont évidemment pas entendus ensemble, vont confirmer que le 26 août, à l'issue de son travail, il est rentré à leur domicile, qu'ils ont partagé ensemble un repas qui est un repas tardif, mais on sait que c'est la période du ramadan. Après le repas, chacun va se coucher. Le frère et la belle-sœur indiquent que Saïd dort dans la chambre de leur propre fils. Ils expliqueront que s'il était ressorti au cours de la nuit, l'appartement n'étant pas immense, il l'aurait très probablement entendu. Et surtout, le lendemain matin, la belle-sœur de Saïd, voulant vérifier la présence de son propre fils dans la chambre, va passer une tête dans l'entrebâillement de la porte et constater la présence à son domicile de son fils, mais également de Saïd. Il était alors 6h30 du matin. Les gendarmes vérifient la géolocalisation du téléphone de Saïd, qui confirme que la nuit du meurtre, le jeune homme était bien à Lyon. À aucun moment, les enquêteurs ne parviennent à situer Saïd sur la scène de crime. Mais les gendarmes continuent de suspecter Saïd. Et à partir du 13 octobre 2010, soit 1 mois et demi après le meurtre, le groupe de surveillance et d'intervention de Dijon prend le mari tunisien en filature. Il va être filoché, on va essayer d'identifier les lieux qu'il fréquente, les gens qu'il fréquente, quelles sont ses habitudes, quelles sont ses fréquentations habituelles. Saïd est également mis sur écoute téléphonique. Et là, on attend qu'il fasse une erreur. Les enquêteurs espèrent qu'à un moment, il va y avoir un mot, il va y avoir une volonté de fuir, il va y avoir quelque chose où il va être démasqué, parce qu'à ce moment-là, il est vraiment dans l'œil du cyclone des enquêteurs. Mais les gendarmes n'obtiennent aucun élément nouveau permettant de confondre le mari tunisien. En réalité, tout ce qu'on va vérifier, il n'y a rien. La seule chose qu'il pourrait avoir, qui peut faire basculer le dossier, après une garde à vue, c'est des aveux. 7 mois après le meurtre, le 30 mars 2011 à 8h15, Saïd est placé en garde à vue. Les enquêteurs sont persuadés qu'il avait un intérêt financier à la mort de Ghislaine Leclerc. Ils pensent aussi que le grave conflit qui l'opposait à la victime a pu entraîner un passage à l'acte criminel. Quand Saïd a été mis en garde à vue, pour moi, je pensais que c'était lui le coupable. Parce qu'il ne voulait pas admettre d'être... C'est un mot fort, mais pour moi, c'est un peu ça, de s'être prostitué pour rien. Les gendarmes veulent maintenant des aveux. Le problème des enquêteurs, avant même de parler du meurtre, c'est de faire dire à Saïd qu'il avait un intérêt à tuer son épouse parce que c'était un mariage blanc, parce qu'il avait des intérêts financiers à sa disparition. Mais Saïd affirme qu'il était sincèrement attaché à Ghislaine Leclerc et que leurs relations se sont dégradées malgré lui. C'est vrai que les gendarmes n'ont rien à lui objecter en dehors d'une idée. Les enquêteurs essaient de lui mettre une forme de pression pour le pousser à l'erreur et éventuellement à l'aveu. Je pense que le temps de garde à vue va être très pénible pour Saïd. Mais le jeune mari nie fermement toute implication dans le meurtre de Ghislaine Leclerc. Sans aucune preuve matérielle de la culpabilité de leur suspect, les gendarmes décident après 15 heures de garde à vue de libérer le mari tunisien qui ressort libre de la gendarmerie. Jean-Marc, on a le sentiment que les gendarmes sont persuadés de la culpabilité de Saïd. Pourtant, ils mettent fin à sa garde à vue après 15 heures d'interrogatoire. Pourquoi, selon vous, ne poursuivent-ils pas leurs auditions ? J'ai le sentiment que les gendarmes avaient l'impression qu'en plaçant Saïd en garde à vue, ça allait provoquer ses aveux. Ils ont de très forts soupçons contre lui. Ils savent qu'il a un intérêt financier à ce que sa femme disparaisse, mais ils n'ont aucun élément matériel permettant d'étayer ces soupçons. Et même au contraire, Saïd dispose d'un alibi et d'un alibi solide, puisque son frère, sa belle-sœur et son employeur attestent de manière circonstanciée qu'il était à Lyon ce soir-là. En plus, sa téléphonie n'établit en aucune manière qu'il était à Volèvre le soir du crime. C'est donc à juste titre que les enquêteurs le remettent dehors, en espérant que leur enquête va leur apporter un certain nombre d'éléments plus solides pour pouvoir à nouveau placer Saïd en garde à vue. On a vu que les enquêteurs ont mené de nombreuses investigations dans l'espoir de trouver des preuves de l'implication de Saïd. Ils l'ont mis sur écoute et l'ont fait suivre par le groupe de surveillance et d'intervention de Dijon. Concrètement, Jean-Marc, comment s'organise une filature ? À l'époque où j'étais en activité, dans le cadre d'affaires de grand banditisme, dans le cadre d'affaires de terrorisme, j'ai organisé et participé à de nombreuses surveillances, on appelle ça des planques dans notre jargon, à de nombreuses filatures, on appelle ça des filoches. Et pour ne pas se faire mordre, c'est-à-dire pour ne pas se faire repérer, il faut être assez nombreux. On estime que pour suivre quelqu'un sur une certaine durée, 24 heures sur 24, il faut environ 20 fonctionnaires.
Alors évidemment, dans le cas de Saïd, on n'est pas à ce niveau-là. Il s'agit simplement de le suivre, de le surveiller pour voir quels sont ses contacts et si effectivement il a bien la vie qu'il déclare, c'est-à-dire celle d'un cuisinier qui rentre tous les soirs dormir chez son frère. Qu'est-ce que vous pensez de Saïd justement et de son éventuelle implication dans le meurtre? Sur le papier, c'est un coupable idéal. Comme on dit, il coche toutes les cases. Il a un intérêt fort à agir, il est en conflit ouvert avec la victime. Toutes les apparences sont contre lui. Mais sans preuve, il ne faut pas se laisser aveugler par des certitudes trop vite acquises. Comme je vous le dis souvent, Arnaud, enquêter, c'est avoir la culture du doute. Il faut accepter de se remettre en question, il faut accepter d'envisager de nouvelles pistes, de rechercher de nouvelles orientations d'enquête. Les analyses génétiques ont prouvé que l'ADN masculin inconnu retrouvé sur la scène de crime n'était pas celui de Saïd. Mais quelques mois plus tard, coup de théâtre, le propriétaire de cet ADN mystérieux va enfin être identifié. Le 4 juillet 2011, soit près d'un an après le meurtre, la juge d'instruction reçoit les résultats d'une importante expertise génétique. Les profils ADN des différents intervenants sur la scène de crime ont été comparés à la trace inconnue révélée près du corps de la victime. Et là, à la surprise générale, il y a une correspondance. Il s'agit de l'ADN du médecin légiste qui a été appelé dans la maison après la découverte du meurtre. Tout intervenant sur une scène de crime peut occasionner une pollution de la scène de crime. Dans l'empressement d'aller voir, on n'est peut-être pas totalement équipé, on n'a pas fait attention à tous les gestes et tous les éléments de prudence que l'on doit avoir. Les résultats ne permettent donc pas de faire avancer l'enquête. Alors, en novembre 2011, 15 mois après le meurtre, la juge d'instruction convoque les proches de la victime. Elle nous a demandé si dans les mois qui ont suivi le décès de notre maman, le comportement de proches aurait changé. Et là, pour moi, ça a fait un tilt. Estelle Pelletier communique alors ses doutes au sujet de Sylvain Schrute, le compagnon de sa sœur Céline. J'ai dit à la juge que j'avais des inquiétudes et que j'avais besoin qu'on me rassure. Sylvain Schrute est le dernier membre de la famille à avoir vu Ghislaine vivante. C'est également celui qui a semblé le moins marqué par le drame. 15 jours plus tard, quand nous nous sommes retrouvés chez mon papa, il a dit à mon mari « Ça va les filles, faudrait qu'elles passent à autre chose maintenant. » C'est un peu dur à entendre. Déjà tout simplement quand on perd un proche, mais de cette manière-là, c'est tout qui s'effondre. Les enquêteurs vont alors se pencher sur Sylvain Schrute, le gendre de Ghislaine Leclerc. Les gendarmes s'intéressent à la téléphonie de Sylvain Schrute. Ils s'aperçoivent que son téléphone portable a borné à Bagnols la nuit du meurtre, le 27 août, à 1h41. Bagnols, c'est un petit village près de l'A36, sur le trajet, à peu près à mi-chemin, entre Rigvire, en Alsace, là où habite Sylvain Schrute, et Volèvre. Alors pourquoi Sylvain Schrute, lors de sa première audition quelques jours après le meurtre, avait-il déclaré aux gendarmes avoir passé la nuit chez lui en Alsace? C'est un rebondissement dans l'enquête que ce coup de théâtre. Donc premier constat rapide des enquêteurs, il a menti. Il nous a caché qu'il se trouvait sur l'autoroute cette fameuse nuit du crime. Il était près du domicile de sa belle-mère. Les enquêteurs commencent à soupçonner Sylvain Schrute et se mettent à la recherche d'un mobile. Ils étudient alors ses factures téléphoniques détaillées et constatent un autre élément inattendu. Ils vont s'apercevoir qu'il a contacté Ghislaine Leclerc entre le 23 août et le 26 août à plusieurs reprises. Ce qui est très surprenant parce qu'ils ne s'appelaient jamais, c'était vraiment jamais. Donc on se pose la question, mais qu'est-ce qu'ils avaient à se dire autant de fois en si peu de temps? Et chose particulièrement étrange, Sylvain Schrute n'a plus téléphoné à sa belle-mère après le 26 août. Alors que le meurtre n'a été découvert que le dimanche 29. Les enquêteurs se demandent si ils ne savaient pas finalement que Ghislaine Leclerc était morte. L'analyse de la téléphonie de Sylvain Schrute révèle une autre information très étonnante. On constate que des centaines et des centaines d'échanges, principalement par SMS, sont établis entre M. Schrute et Emeline Pelletier, la plus jeune des filles de Ghislaine. C'est une quantité très importante d'appels et de messages échangés. De jour comme de nuit, ça surprend beaucoup les enquêteurs parce que Emeline, elle est âgée de 16 ans, Sylvain Schrute 46, ils ont 30 ans d'écart. Donc c'est assez surprenant. Les enquêteurs apprennent qu'Emeline vivait chez sa sœur aînée, juste avant le meurtre. En 2009, l'année scolaire 2009-2010,
Ma petite sœur est scolarisée en Alsace et pour ce faire, elle est logée chez ma grande sœur et donc chez Sylvain. Il est donc très surprenant qu'il y ait autant d'échanges téléphoniques entre eux alors qu'ils habitent sous le même toit. Les enquêteurs sont intrigués par cette relation étrange. Tous ces éléments font que les enquêteurs vont commencer à soupçonner Sylvain Schrute. Premièrement, il a menti sur où il se trouvait la nuit du meurtre. Deuxièmement, il a contacté à de nombreuses reprises, les 3 jours précédents, le meurtre, Ghislaine Leclerc, à 18 reprises. Et troisièmement, il a été en contact permanent durant de nombreux mois avec Emeline, qui est la petite sœur de sa compagne et qui était mineure en plus. 1 an et demi après le meurtre, le 21 février 2012, à 7h30, Sylvain Schrute est placé en garde à vue. Une perquisition de son logement est effectuée, mais aucun élément matériel permettant de l'incriminer n'est découvert. Les gendarmes savent maintenant que leur interrogatoire va être déterminant. À 10h05, la première audition de Sylvain Schrute débute. Les enquêteurs commencent par lui redemander où il se trouvait la nuit du meurtre. Il répond inlassablement qu'il se trouvait chez lui à Réquevire, en Alsace, et qu'il n'a pas bougé de sa maison. Les gendarmes savent qu'il ment, car ils ont la preuve que son portable a borné loin de chez lui la nuit du crime. Mais ils décident pour l'instant de ne pas révéler à Sylvain Schrute ce qu'ils ont découvert. Ils préfèrent l'interroger sur la nature de sa relation avec Emeline, la plus jeune fille de la victime. Sylvain Schrute leur dit « Nos relations sont des relations tout à fait adaptées, c'est la sœur de ma femme, on l'héberge à la maison pour qu'elle fasse ses études, on a une relation tout à fait normale. » Mais on ressent quand même qu'il est extrêmement mal à l'aise. C'est-à-dire qu'il va se mettre dans une position d'observateur, il n'est pas du tout spontané, il essaie de scruter un petit peu son interlocuteur, de scruter son environnement, et en réalité ça donne une très très mauvaise impression de lui. Sylvain Schrute ne le sait pas, mais au même moment, Emeline est également entendue par les gendarmes. Et les réponses qu'elle donne sont bien différentes. Très vite, elle a craqué et elle a expliqué ce qui s'était passé entre eux. Elle apprend aux gendarmes un élément clé. Elle a eu des relations sexuelles avec Sylvain Schrute, des relations qu'elle considère, qu'elle affirme comme consentantes, mais en tout cas à l'insu de sa sœur Céline. Avoir une relation amoureuse, sexuelle avec la sœur de sa compagne, on est là quand même dans quelque chose d'assez extrême en termes de relation adultère. En plus, une jeune femme mineure. Elle dit qu'il est amoureux d'elle et qu'il y a eu des relations entre eux, qu'elle n'est pas amoureuse de lui. Les soupçons des enquêteurs étaient donc bien fondés. C'est une information capitale, hein. Ce qui pressentait leur livre sur un plateau. Fort de cette nouvelle information, les gendarmes tentent de faire craquer le gendre de la victime. Donc on va lui montrer les flux téléphoniques qui ont pu être retracés entre Emeline et lui, dans l'espoir bien compris des enquêteurs de le faire avouer telle ou telle chose. Parce que ces éléments démontrent des contacts qui sont extrêmement fréquents, par appel et par SMS, et qui sont un peu à toute heure du jour et de la nuit. Mais Sylvain Schrute reste sur sa position, il continue de dire « Non, non, j'étais juste son confident, on était juste amis ». Les gendarmes laissent leurs suspects s'enfermer dans ces mensonges. À un moment, une fois qu'on l'a bien laissé expliquer qu'il ne se passait rien de sexuel avec Emeline, une fois qu'effectivement il a bien menti, là, eh bien, on lui explique qu'on a la déposition d'Emeline et que Emeline dit tout le contraire. Et là, c'est le premier choc de garde à vue. Très clairement, les gendarmes, là, sont vraiment en pleine offensive. Les enquêteurs pensent avoir découvert le mobile du meurtre. Ils vont s'imaginer, ou en tout cas essayer d'établir, que Madame Leclerc avait découvert la nature de cette relation, voulait éventuellement la révéler, donc ils vont émettre l'hypothèse que Monsieur Schrute, finalement, pour faire taire sa belle-mère, eh bien, va décider de la faire disparaître. Parce que l'enjeu pour lui, c'est de tout perdre, son épouse, sa maîtresse, sa belle-mère, les relations de famille qu'il a tissées, sa stabilité. Les enquêteurs lui demandent alors comment il s'entendait avec sa belle-mère. Concernant sa relation avec Ghislaine, Schrute dit qu'il s'aime bien, que c'est la personne qu'il apprécie le plus dans la famille, qu'ils sont proches. Cela fait maintenant 14 heures que la garde à vue a commencé. Les gendarmes décident d'abattre leur carte maîtresse. Et là, on lui sort effectivement les éléments de géolocalisation. Et on lui dit, Monsieur Schrute, vous nous avez menti sur un élément extrêmement important, c'est que vous vous êtes déplacé la nuit du meurtre. Les gendarmes révèlent qu'ils savent que la nuit du crime, son téléphone portable a borné bien loin de chez lui.
Ils vont lui indiquer qu'à 1h41 du matin, son téléphone portable déclenche un relais téléphonique qui est situé à Bagnols. Bagnols étant très précisément, selon eux, à 1h19 de route de chez Madame Leclerc. Là, on sent quand même que M. Schrute perd de sa superbe, qu'il est relativement assommé par l'information. Il n'a pas de réponse à fournir. Il est alors 22h05. Les gendarmes pensent qu'ils sont sur la bonne piste. C'est à ce moment-là qu'ils sentent que Schrute va craquer. Mais le suspect ne craque pas et livre même avec assurance une toute nouvelle version des faits. Il va reconnaître, un petit peu à la surprise générale, qu'il était sur les lieux du crime à un horaire probablement très proche de la mort de Madame Leclerc. Sylvain Schrute explique tout d'abord que le 26 août, lors d'une conversation téléphonique avec Ghislaine, à 18h42, il a décidé de passer la voir à vos lèvres. Quand les gendarmes interrogent Schrute sur la nature de ce voyage, lui répond qu'il devait rendre la voiture que Ghislaine lui avait prêtée quelques jours avant. Sylvain Schrute explique qu'il a fait le plein d'essence à 19h, avant de prendre la route vers Volève. Il dit être arrivé chez sa belle-mère autour de minuit. Il explique qu'il se gare comme d'habitude, que tout lui paraît normal, et qu'il se rend à la porte d'entrée, et qu'à ce moment-là, la porte d'entrée étant ouverte. Ça l'étonne, il appelle Madame Leclerc, pas de réponse, il pousse la porte, il rentre, il regarde dans la salle à manger, personne. Sylvain Schrute raconte s'être ensuite dirigé vers la chambre à coucher de Ghislaine Leclerc, car une lumière était allumée. Et il explique qu'arrivant au seuil de cette chambre, il aperçoit sa belle-mère qui est avachie, semi-assise, un peu recroquevillée sur le côté gauche, qu'elle est adossée à son lit, qu'elle gît dans une mare de sang. Selon son souvenir, il va secouer légèrement et que là, il se rend compte qu'elle est morte. Et là, il est saisi d'une crise de panique et il parle avec beaucoup d'insistance d'une odeur de poudre. Il fait immédiatement le lien entre le corps et des tirs. Et c'est pour ça qu'à un moment, il pense que le tueur est toujours là, il faut partir. Sylvain Schrute explique avoir fui en laissant la porte ouverte. Il serait ensuite resté dans la voiture garée près de la maison pour fumer une cigarette et réfléchir à ce qu'il devait faire. On s'interroge pourquoi il n'alerte personne, les secours, la police, les voisins. Et lui, il explique qu'il était dans un état de sidération totale. Il explique aussi qu'il a très peur d'être accusé. Et il dit, avec tout ce qu'on voit à la télé, dans les séries policières, dans les films, je me suis dit, si je parle, je vais être accusé. Sylvain Schrute ne va parler à personne de ce qu'il a vu ce soir-là. Il va même faire comme si tout cela n'avait jamais existé. Sylvain Schrute raconte avoir repris la route pour rentrer chez lui, après être resté une vingtaine de minutes dans la voiture. Il précise avoir allumé son téléphone sur le trajet. Cela expliquerait, selon lui, le bornage du portable à 1h41 sur la commune de Bagnols. Mais faute de batterie, l'appareil se serait immédiatement éteint. Le gendre de Ghislaine Leclerc termine son histoire en précisant qu'il est arrivé chez lui en Alsace, vers 4h15 du matin. Très clairement, les gendarmes ne croient pas du tout à sa version, ne croient pas du tout à la scène qu'il décrit dans la maison de Volève, absolument pas, et sont même au contraire persuadés que c'est lui qui a tué Madame Leclerc. On en est là. Négard, on voit bien que Sylvain Schrute est soupçonné d'avoir tué sa belle-mère, car il craignait que cette dernière soit au courant de sa relation avec Emeline, sa jeune belle-sœur de 16 ans. Que se serait-il passé si Ghislaine Leclerc avait porté plainte? Est-ce que Sylvain Schrute risquait des poursuites pénales? Si Ghislaine Leclerc avait porté plainte, il y aurait sans doute eu une enquête, mais il n'est pas certain que cette enquête aurait abouti à une condamnation. En droit français, la majorité sexuelle est à 15 ans, ce qui signifie qu'un homme majeur peut avoir des rapports sexuels avec une jeune femme mineure de 15 ans, dès lors évidemment que celle-ci est consentante. Et pour revenir à notre affaire, et même si la situation peut paraître moralement répréhensible, dans la mesure où Emeline avait 16 ans au moment où les rapports ont commencé et que Sylvain Schrute ne semble pas les lui avoir imposés, il pouvait difficilement être condamné. Dès le début de sa garde à vue, Sylvain Schrute est informé de son droit à l'assistance d'un avocat. Il y renonce et très rapidement, les interrogatoires vont le mettre en difficulté. Est-ce qu'il aurait pu alors changer d'avis et demander à voir un avocat ? Absolument Arnaud, le refus par une personne gardée à vue de se faire assister par un avocat n'est jamais définitif. Concrètement, si en pleine audition, une personne gardée à vue se sent finalement fragilisée et souhaite faire appel à un avocat, les enquêteurs devront faire droit à cette demande. Ils suspendront alors l'audition dans l'attente qu'un avocat, désigné par la personne gardée à vue elle-même ou bien commis d'office, arrive dans les locaux.
En tant qu'avocate pénaliste, vous êtes régulièrement appelé pour assister des personnes mises en garde à vue. À ce stade de la procédure, un avocat n'a pas accès aux éléments du dossier. Alors concrètement, dans un cas comme celui de Sylvain Schrute, qui change sans arrêt de version, quels conseils pouvez-vous donner à votre client ? En l'état actuel du droit, l'avocat qui assiste son client en garde à vue n'a pas accès à l'intégralité du dossier, mais seulement à une partie infime de ce qui lui est reproché. Notre marge de manœuvre en tant qu'avocat, en tout cas à ce stade de la procédure, est donc assez réduite. Et le meilleur conseil qu'on puisse donner au client, surtout si sa situation semble tendue, c'est qu'il garde le silence, qu'il use du droit qui lui est donné de se taire. Au bout de 24 heures de garde à vue, les enquêteurs vont demander et obtenir une prolongation de cette mesure pour une nouvelle période de 24 heures. Qui décide d'accorder ce nouveau délai et est-ce que c'est systématique ? En principe, une garde à vue dure 24 heures et de manière exceptionnelle, si la mesure est nécessaire à l'enquête et proportionnée à la gravité des faits, peut faire l'objet d'une prolongation de 24 heures supplémentaires. Dans ce cas, la prolongation se fait sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République. Maintenant, en pratique, on voit en effet de manière quasi systématique, et surtout pour les affaires criminelles, c'est-à-dire les plus graves, des gardes à vue de 48 heures. Le 22 février 2012, à 8h30, les interrogatoires reprennent. Les gendarmes persuadés de la culpabilité de Sylvain Schrute savent qu'ils n'ont plus qu'une journée de garde à vue pour pointer toutes les incohérences de son récit. Première incohérence sur laquelle le suspect va devoir s'expliquer. La durée du trajet entre l'Alsace et la maison de la victime. Schrute a affirmé l'avoir fait d'une seule traite. L'incohérence de cette version, c'est que s'il est bien parti à 19h et qu'il a roulé sans discontinuer pendant 4 heures, il est donc arrivé à 23h à Velèvre. Mais à 23h, Ghislaine Leclerc était toujours vivante. Sa téléphonie a en effet prouvé qu'elle avait passé son dernier appel à minuit 6. Donc il n'a pas pu arriver une fois que Ghislaine Leclerc était morte comme il l'a prétendu. Devant les accusations des gendarmes, Sylvain Schrute change une nouvelle fois de version. Il explique que finalement il s'est peut-être arrêté pour boire un café, pour fumer une cigarette, mais qu'il avait oublié. Cela fait 30 heures que Sylvain Schrute est en garde à vue. Je pense qu'il est très fatigué, très inquiet, que les enquêteurs lui ont mis une pression au maximum comme ils savent faire. Lors d'une pause entre les interrogatoires, seul dans sa cellule, le suspect fond en larmes. On est hors audition, il est seul. Monsieur Schrute va sangloter très très fort dans la geôle de la garde à vue et ce sera noté en procédure. Donc là, les enquêteurs pensent que ça y est, il va passer des aveux. Il est plus vulnérable, il ne sait plus comment s'en sortir et il va leur parler enfin. Les gendarmes reviennent à la charge. Si vous avez touché le corps, comment est-il possible que vous n'ayez pas marché dans la flaque de sang ? Et donc que nous n'ayons pas des traces de sang jusqu'à la sortie de la maison. À chaque nouvelle question, le suspect présente une nouvelle version. En disant en fait, je vous ai présenté les choses d'une façon erronée. Je n'ai pas été jusqu'au corps de Ghislaine, j'ai eu peur. Je ne voulais pas vous le dire parce que j'ai pensé que vous porteriez sur moi un jugement moral détestable. Je n'ai pas été vérifié si elle était vivante ou pas. En réalité, je me suis arrêté au pas de la porte et je me suis sauvé. Voilà pourquoi vous n'avez pas de sang dans le couloir. Monsieur Schrute et les enquêteurs s'étant engagés dans une partie de poker menteur, les enquêteurs finissent par très précisément lui poser la question « Avez-vous tué Madame Leclerc ?» À cette question répétée de multiples fois, Sylvain Schrute apporte toujours la même réponse. Il répondra toujours « Non ». Est-ce que cette fameuse nuit-là, vous êtes venu assassiner votre belle-mère ? Donc lui, il réitère sa position et dit que non, ce n'est pas moi qui ai tué Ghislaine Leclerc. Pourtant, après 41 heures de garde à vue, Sylvain Schrute est déféré devant la juge d'instruction et immédiatement mis en examen pour l'assassinat de sa belle-mère. Il est alors placé en détention provisoire. Ma grande sœur a été complètement perdue. Tout s'effondrait pour elle. Elle perd sa mère et son mari est emmené par les gendarmes. C'est insoutenable. J'ai la sensation que c'est de ma faute, que j'aurais pas dû parler de mes inquiétudes. Mon mari me rassure parce que ce que j'ai dit était vrai et juste. Jean-Marc, Sylvain Schrute est placé en garde à vue 1 an et demi après le meurtre. Tout a commencé avec la convocation par la juge d'instruction des filles de Ghislaine Leclerc, à qui la magistrate a demandé si elles avaient remarqué des changements de comportement parmi les proches de leur mère. Comment se fait-il qu'il ait fallu attendre autant de temps pour que ces questions soient posées ? Alors ce qu'il faut bien comprendre, Arnaud, c'est que dès le début de cette affaire, les pistes sérieuses n'ont pas manqué aux enquêteurs.
Il y a bien sûr le premier mari de Ghislaine Leclerc, qui a été condamné pour homicide volontaire. Et puis, il y a ce jardinier occasionnel, SDF. Il y a ces rencontres qu'elle fait avec des hommes sur Internet. Et puis, il y a ce troisième mari, Saïd, avec lequel elle est en conflit, avec lequel elle est même en instance de divorce. Alors, toutes ces pistes ont été explorées, puis se sont refermées, les unes après les autres, et l'enquête s'est retrouvée dans une impasse. C'est à ce moment-là que la juge d'instruction a estimé utile de convoquer les filles de la victime pour essayer de donner une nouvelle orientation, une nouvelle impulsion à cette enquête. Mais tout de même, est-ce que vous ne trouvez pas que cette initiative arrive un peu tard? Bah si, ça m'est difficile de dire le contraire, surtout quand on sait que cette nouvelle piste s'appelle Sylvain Schrut, le gendre de la victime de Ghislaine Leclerc. Je trouve tout à fait étonnant que les enquêteurs ne se soient pas intéressés dès le début de l'enquête au premier cercle, aux membres de la famille de la victime, qu'ils n'aient pas passé au crible leur téléphonie pour savoir où se trouvaient les uns et les autres, qui communiquait avec qui au moment de l'homicide. Lors de sa garde à vue, Sylvain Schrut n'a pas cessé de mentir et a passé son temps à changer de version, mais les enquêteurs n'ont pas réussi à obtenir des aveux. Jean-Marc, qu'est-ce que vous pensez de la façon dont les interrogatoires ont été conduits? D'un point de vue technique, cette garde à vue a été tout à fait correctement menée. Les enquêteurs se sont servis de leurs atouts au fur et à mesure des déclarations de Sylvain Schrut. Ils l'ont mis devant ses contradictions, devant ses mensonges, jusqu'à lui faire dire une partie de la vérité. Seulement, il n'est pas arrivé aux aveux complets. Qu'est-ce qu'on obtient au terme de cette garde à vue? On a un éventuel mobile. Sylvain Schrut aurait tué sa belle-mère pour qu'elle ne révèle pas la liaison qu'il avait avec sa jeune belle-sœur. Et puis, il finit par reconnaître qu'il était sur la scène de crime dans un temps très voisin du moment où le meurtre a été commis. Tous ces éléments, qui sont graves et concordants, permettent à la juge d'instruction de mettre en examen Sylvain Schrut. Après le choc de l'annonce de la mise en examen de Sylvain Schrut, les filles de Ghislaine Leclerc, informées par leurs avocats des éléments du dossier, apprennent avec stupéfaction la relation entre Emeline et son beau-frère. Quand je réalise que Sylvain a eu des relations intimes avec ma petite sœur, ça me met très en colère qu'il ait pu se permettre avec sa belle-sœur ce genre de relation. Je boue intérieurement, j'ai envie de hurler. Ça a quand même été une surprise et une trahison de la part de Sylvain, auquel nous avions confié notre fille en toute confiance. Emeline confie alors à son père sa peur d'être rejetée par la famille. Et moi, je l'ai rassuré, je lui ai dit que c'est pas pour ça que je la rejetterais, que je l'aimerais moins. Parce qu'en fait, elle était victime aussi. Et qu'elle n'avait rien à se reprocher. Je l'ai prise dans mes bras. Je l'ai bien entourée. En lui faisant comprendre que je l'aimais tout fort. Et que tout ça ne changeait rien. Convoquée par la juge d'instruction, Emeline doit raconter l'histoire de sa relation avec Sylvain Schrut. Sylvain voulait avoir des relations sexuelles avec ma petite sœur Emeline, qui n'était pas d'accord. Il a insisté, il l'a amadouée, lui faire des cadeaux, lui dire qu'elle était jolie. Et comme ça marchait toujours pas, il est devenu infernal, exécrable avec Céline, sa compagne et sa fille, jusqu'au jour où ma petite sœur, pour que la paix revienne, a craqué. Et après, elle était tenue. Emeline s'est sentie prise au piège. Il lui disait que si elle nous le racontait, nous allions la rejeter, la renier, donc elle nous perdait. Et que si elle ne faisait pas ce qu'il voulait, il allait nous le raconter. Le 6 septembre 2012, Sylvain Schrut est à son tour entendu par la juge d'instruction. Sylvain Schrut explique que la relation qu'il a eue avec Emeline est une relation plutôt subie par lui, puisqu'il estime qu'il a été séduit par Emeline et qu'il a cédé face à des avances extrêmement insistantes de sa part. Au plan moral, ça ne lui pose aucun problème qu'elle ait été mineure, ça ne lui pose aucun problème non plus qu'elle soit la sœur de sa propre compagne. Alors qui est réellement Sylvain Schrut? Le magistrat instructeur cherche des témoignages sur la personnalité de cet homme, accusé d'avoir froidement abattu sa belle-mère. C'est un homme qui aime les femmes, il est dans la séduction, il essaye de les avoir toutes. Il a essayé avec moi aussi. Sylvain Schrut a eu 5 enfants de 3 femmes différentes. Le dernier est né de son union avec Céline, la fille aînée de la victime. Ghislaine n'appréciait pas Sylvain, car il était odieux avec sa femme, donc notre fille. C'était pas quelqu'un de franc et ma sœur aimait les gens francs.
Et elle me l'a dit à plusieurs reprises qu'elle ne l'aimait pas. C'est alors qu'un témoignage très intéressant va être porté au dossier. Les gendarmes demandent à la première femme de Schrut si elle avait vu une arme à la maison. Contrairement à ce que disait Schrut, elle se souvient qu'en 2002, elle avait vu une arme à la maison. Un pistolet noir, assez court, au canon court, qui pourrait rappeler la description de l'arme du crime, un Beretta de petite taille. Et l'ex-épouse se souvient même d'un épisode particulièrement dramatique. Elle affirme que lors de leur séparation, Sylvain Schrut l'avait sorti et s'était pointé l'arme sur la tempe. Il avait menacé de se tuer. La famille de Ghislaine Leclerc a connaissance des avancées de l'instruction. C'est une période lourde, pesante, difficile au niveau des relations entre sœurs, parce que c'est quand même le conjoint de Céline. Du coup, il y avait Emmeline, Estelle et moi d'un côté et Céline de l'autre, quoi. Puisque pour Céline, ça ne pouvait pas être son compagnon, ce qui était très compréhensible. Mais pour nous, au vu de tous les faits, c'était très plausible. Donc c'est douloureux à vivre entre sœurs, mais nous faisons notre maximum pour rester soudés. Ça mettait une tension au sein de la famille qui était malgré tout palpable. Mais ce qui est bien, c'est que malgré tout ça, la famille est restée soudée. Et lorsque la juge d'instruction décide de renvoyer Sylvain Schrut devant la cour d'assises, c'est une nouvelle épreuve pour la famille de la victime qui s'annonce. On a besoin de réponses. Céline aussi a besoin de réponses et espère qu'on va démontrer que l'instruction s'est trompée. Et nous, on espère que le procès va démontrer que l'instruction ne s'est pas trompée. Le 20 octobre 2014, soit près de 4 ans après le meurtre de Ghislaine Leclerc, le procès de Sylvain Schrut s'ouvre devant la cour d'assises de Mâcon. J'aimerais qu'il ne soit pas coupable. Mais je n'y crois pas. Dans le box des accusés, Sylvain Schrut, qui continue de clamer son innocence, a une attitude agressive et désagréable. À l'issue des débats, l'avocat général requiert contre lui, pour les faits de meurtre avec préméditation, la réclusion criminelle pour une durée de 20 à 25 ans minimum. Après 3 heures de délibéré, il est condamné à 18 ans d'emprisonnement. Il fait immédiatement appel de cette décision. Le 28 septembre 2015, le procès en appel de Sylvain Schrut s'ouvre devant la cour d'assises de Besançon. Quand j'arrive à ce procès, j'ai l'espoir qu'il avoue et j'ai l'espoir qu'il prenne plus que 18 ans de prison. Dès le premier jour, Sylvain Schrut présente à la cour un visage bien différent. Il a tiré bénéfice manifestement de la répétition générale qu'a constitué pour lui le premier procès et là les choses se passent beaucoup mieux. Il répond aux questions, il ne manifeste pas d'opinion désagréable, il n'est désagréable avec personne et les choses se passent beaucoup plus sereinement. Et pour la première fois, Sylvain Schrut assume ses responsabilités. Dans sa relation avec Emmeline, il reconnaît même qu'il en est à l'initiative et le regrette. Il va reconnaître que cette relation est inadaptée. C'est un pas gigantesque par rapport à l'instruction et par rapport au premier procès. Pour ce second procès, les avocats de l'accusé ont une ligne de défense bien établie. La première chose, c'est détruire le mobile concernant le fait que la relation qu'il avait avec Emmeline allait être ou avait été révélée à Ghislaine Leclerc. Emmeline est alors appelée à la barre. Et c'est un grand moment de solitude pour elle. Probablement, elle savait au fond d'elle-même que de sa réponse allait déterminer la condamnation ou non de Sylvain Schrut. La question centrale de ce procès est maintenant de savoir si Ghislaine Leclerc était au courant de la relation entre Emmeline et Sylvain Schrut. Emmeline confirme qu'elle n'allait pas en parler à sa mère et que c'était pas prévu. Pas plus qu'elle n'en avait parlé à qui que ce soit de ses connaissances. La défense souligne l'importance de ce témoignage. À partir du moment où Ghislaine n'était pas au courant, Sylvain Schrut n'avait strictement aucun intérêt à tuer Ghislaine Leclerc. Le mobile disparaît. Les avocats de la défense reviennent ensuite sur le mystère de l'arme du crime jamais retrouvée. C'est une arme sur laquelle on a manifestement utilisé un silencieux puisque personne n'a rien entendu. En d'autres termes, ce qu'on explique, c'est que c'est un crime qui a été commis par un professionnel, ce que M. Schrut n'est évidemment pas. Et la défense parvient à prouver la vacuité du témoignage accablant de son ex-femme.
Il est ressorti des débats de la cour d'assises qu'en réalité, la soi-disant arme qu'il aurait eue en sa possession des années auparavant et dont son ex-femme aurait parlé était manifestement un pistolet à billes. Une reproduction d'une arme réelle. Dernier moment fort du procès, la déposition de Céline Leclerc, la fille aînée de la victime. Séparée de l'accusé peu de temps après sa mise en examen, elle lui renouvelle tout de même sa confiance. On lui pose la question de savoir, mais ces mensonges, il n'a rien dit. Pendant des mois, il vous a menti. Il a caché qu'il avait vu le corps. Et là, une fois de plus, Céline explique que le Sylvain Schrute qu'elle connaît, pour plein de raisons, a pu avoir cette attitude sans être impliqué de quelque façon que ce soit dans la mort de Ghislaine Leclerc. Je suis très étonnée du témoignage de Céline concernant le fait qu'elle trouve normal que Sylvain ne prévienne pas les gendarmes et pendant 18 mois ne dise rien. Je ne suis absolument pas d'accord avec elle parce que il me semble qu'une personne disant aimer notre maman nous cache des choses comme ça. S'il est innocent, ça n'a aucun sens pour moi. Après l'avocat général, qui requiert une peine de 18 ans d'emprisonnement, c'est l'heure des plaidoiries de la défense. Nous demanderons au juge, vu l'absence de preuves sérieuses dans ce dossier, d'acquitter purement et simplement Sylvain Schrute. On est très inquiet. On sait très bien que l'acquittement va être très difficile à obtenir. Donc on est extrêmement inquiet au moment où le délibéré arrive. Les jurés mettront 3 heures à prendre leur décision. 3 heures au terme desquelles ils reconnaissent l'innocence de Sylvain Schrute. Quand l'acquittement tombe, c'est une décharge émotionnelle extrêmement importante et Sylvain Schrute est complètement abasourdi. D'abord, il ne comprend pas qu'il est acquitté. Il faut lui redire qu'il est acquitté parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Ça fait 4 ans qu'il est en prison, il s'effondre complètement. Pour les parties civiles, la déception est profonde. Quand le verdict de l'appel tombe, je tombe avec. Je m'écroule. Mon monde s'écroule. Je suis en état de choc avancé. Cet état de choc, je le suis toujours. Pour moi, ce jour-là, la justice a assassiné une deuxième fois ma maman. Négard, Sylvain Schrute a été condamné une première fois à 18 ans d'emprisonnement et en appel, il a été acquitté. On sent bien que le rôle de ses avocats a été déterminant. C'est toujours une concordance d'éléments favorables qui mène à une décision satisfaisante. Alors évidemment, le rôle des avocats est essentiel, mais il y a aussi celui du président de la cour d'assises, la manière dont il mène les débats et surtout l'espace qu'il laisse à la défense. Et on voit bien justement, Arnaud, dans notre affaire, que les avocats ont réussi, durant l'audience d'appel, à remplir cet espace, à faire naître un doute sur la culpabilité de Sylvain Schrute et à démontrer que les preuves opposées par l'accusation n'étaient pas irréfutables. Et est-ce que vous pensez que le changement d'attitude de Sylvain Schrute d'un procès à l'autre a également eu une influence sur la décision des jurés ? Oui, sans doute Arnaud, et c'est comme partout. Une personne qui suscite de l'empathie, eh bien, on a moins envie de la condamner. Et dans notre affaire, le fait que Sylvain Schrute se soit présenté à l'audience d'appel comme quelqu'un de plus confiant, calme et sincère a forcément permis à la cour d'assises d'envisager les faits différemment qu'il ne l'avait été en première instance. On a entendu Maître Schwerdorfer, l'un des avocats de Sylvain Schrute, dire qu'il était très inquiet au moment du délibéré. Comment vit-on cette attente quand on est avocat ? De manière générale, toutes les attentes de délibéré sont assez intenses parce qu'on s'est attaché au client et à son dossier. Mais quand en plus on considère que le dossier est fragile et qu'il suppose un acquittement plutôt qu'une condamnation qui risquerait de mener à une erreur judiciaire, eh bien là, l'attente des avocats est évidemment encore plus difficile. Très concrètement, lorsque aux assises la cour se retire pour aller délibérer, eh bien on quitte la salle d'audience et par la même occasion son client puisque celui-ci est en général détenu. Et puis on va s'occuper comme on peut pendant plusieurs heures, en retournant par exemple travailler sur d'autres dossiers ou encore en retrouvant des amis et confrères, dans l'attente que le greffe ne nous appelle pour nous indiquer qu'il faut y retourner parce que la décision est imminente. L'acquittement de Sylvain Schrute marque la fin de la procédure sur le meurtre de Ghislaine Leclerc. Au cours du procès en appel, les avocats du gendre de la victime avaient pourtant cherché à fragiliser l'accusation en pointant du doigt une autre piste abandonnée, selon eux, trop vite pendant l'instruction. On ne peut pas faire l'économie du fait qu'une autre personne accusée, qui a été accusée à un moment dans ce dossier, a toujours lui aussi un mobile. La piste du mari tunisien est aussi sérieuse que la piste de Schrute.
Mais est-il possible que Saïd soit impliqué dans le meurtre, bien qu'il ait été prouvé que la nuit du crime, il se trouvait à Lyon? On exclut totalement la possibilité qu'il était physiquement présent au moment où on a donné la mort à Madame Leclerc. Il aurait tout de même fallu, selon les avocats de Sylvain Schrute, continuer à enquêter sur le mari tunisien. Il a un alibi qui tient debout, il a un alibi qui a été vérifié, donc il n'y a pas de problème là-dessus. En revanche, ce qu'on ne sait toujours pas, et c'est une piste qui reste à mon sens aujourd'hui encore ouverte, c'est s'il n'avait pas les moyens de commanditer l'assassinat de Madame Leclerc. Les enquêteurs savent que Saïd est revenu de ses vacances en Tunisie, 4 jours avant le meurtre. A-t-il profité de ce séjour pour commanditer le crime? Le juge d'instruction a demandé aux enquêteurs en Tunisie de faire un certain nombre de vérifications au plan des relations, au plan du patrimoine de Saïd à l'étranger. Et il se trouve qu'on est au beau milieu du printemps arabe à cette époque et que cette commission rogatoire internationale qui est partie de la France vers la Tunisie n'est jamais revenue en France. Je suis intimement persuadé qu'à l'époque, les autorités tunisiennes ont tout à fait autre chose à faire que gérer un problème judiciaire français alors qu'ils sont en pleine crise politique majeure. Selon les avocats de Sylvain Schrute, il est à ce jour impossible d'exclure l'hypothèse du meurtre commandité par Saïd en Tunisie. L'absence de retour de la commission rogatoire en Tunisie, elle est quand même très problématique parce qu'on ignore tout de la vie de Saïd dans son pays d'origine. On ne sait pas quels sont ses liens sociaux, on ne sait pas quels étaient ses liens professionnels, donc on ne sait pas ce qu'il aurait pu ou pas d'ailleurs commanditer depuis son pays d'origine. Jean-Marc, est-ce que vous pensez que Saïd a pu commanditer le meurtre de Ghislaine Leclerc? Là, il nous manque des éléments concrets pour pouvoir répondre à cette question, notamment en ce qui concerne le passé de Saïd. Vous le savez très bien, Arnaud, quand on commence une enquête, la première chose qu'on fait, c'est de consulter tous les fichiers disponibles, accessibles à la police et à la gendarmerie pour pouvoir se faire une idée de la personne sur laquelle on va travailler. Or là, ça n'a pas été possible. La Tunisie n'a pas répondu à la commission rogatoire internationale. On ne sait donc rien du passé de Saïd. Donc on ne sait pas si Saïd a été poursuivi, si Saïd a été condamné. On ne sait pas pour quel motif il aurait été condamné. On ne connaît pas ses fréquentations. On ne sait pas s'il fréquente des gens violents, des gens dangereux. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que malgré toutes les recherches effectuées en France, il n'a pas été possible d'établir que Saïd ait commandité d'une manière ou d'une autre le meurtre de Ghislaine Leclerc. Lors du procès en appel de Sylvain Schrute, son avocate, Maître Bonnat, a expliqué que le tueur avait très certainement utilisé un silencieux, puisque personne n'avait rien entendu. Pour elle, le meurtre a donc été commis par un professionnel. Est-ce que vous partagez cet avis ? Tout d'abord, le concept de tueur professionnel, d'une manière générale, et dans notre cas, me paraît tout à fait relever du fantasme. Je ne connais pas en France de personnes qui gagnent régulièrement leur vie en tuant d'autres personnes. Si Ghislaine Leclerc a été victime d'un meurtre commandité, je crois plutôt en l'hypothèse d'un crime commis par un délinquant d'habitude qui, en contrepartie d'une somme d'argent, aurait accepté de se transformer en tueur. D'autre part, le fait que personne n'ait rien entendu ne signifie pas nécessairement que cette arme ait été équipée d'un silencieux. Le Beretta 1934 est une arme dont les détonations sont sourdes. Si on ajoute à ça que la fenêtre et les volets de la chambre de la victime étaient fermés, il n'est donc pas étonnant que le bruit des tirs n'ait pas alerté le voisinage. Est-ce que le mode opératoire du meurtre de Ghislaine Leclerc vous fait penser à un crime commandité ? La détermination du tueur, son sang-froid, le fait qu'il n'ait laissé aucune trace à l'intérieur de la maison peuvent faire penser à un crime commandité. En tout cas, c'est la seule piste que l'enquête, que les investigations n'ont pas réussi à refermer définitivement. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faudrait que le procureur de la République ressaisisse un juge d'instruction afin que de nouvelles recherches soient effectuées pour identifier l'auteur du meurtre de Ghislaine Leclerc. Je pense très souvent à elle. Sa voix me manque. Ses mains me manquent. Sa douceur me manque. Ses chansons me manquent. Elle me manque tous les jours. Tous les jours. Tous les soirs quand je vois le coucher de soleil. Parfois j'ai envie de lui téléphoner, elle n'est pas là, elle n'est plus là. Je ne pourrai plus jamais lui téléphoner. À la douleur de l'absence s'ajoute celle de ne pas connaître la vérité. Je voudrais dire que si à l'époque
certaines personnes se sont tues, qu'il serait peut-être temps de dire la vérité pour faire rouvrir l'enquête et qu'un meurtrier ne court pas dans la nature impuni. Je dis, mais maman, elle est morte. Il n'y a personne en prison. Pourtant, quelqu'un l'a tuée. Si personne l'a tuée, alors vous nous rendez maman. C'est des paroles de petite fille. Et puisqu'il y a un décès, il y a un coupable. On ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas dire... on ne poursuit plus. C'est pas entendable. C'est pas acceptable. Ghislaine Leclerc était une femme sensible, généreuse et courageuse. Une maman aimante, tendre et attentive. Son meurtre a laissé orphelines ses 3 filles. Et les investigations pour élucider son crime ont fait éclater l'unité familiale. Mais aujourd'hui, les mensonges et les désaccords sont oubliés. Portés par l'amour qui les unit, Céline, Estelle et Emeline poursuivent leur existence en espérant connaître un jour qui a tué leur maman.